les a donnés, Dieu vous les rendra. Yael Braun-Pivet inflige un rappel à l'ordre au député UDR Géraud Verny pour ses propos sexistes après que ce dernier ait demandé à Sandrine Rousseau d'arrêter de hurler dans le micro. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle, c'est fini. C'est fini. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Par conséquent, ça signifie que, pour elle, le fait de hurler est une caractéristique typiquement féminine. Moralité, en voulant dénoncer un propos sexiste imaginaire, elle commet elle-même un propos sexiste. Magnifique but contre son camp. Centre de l'anglais, ballon contré. Ouh, le ballon envoyé dans ses propres buts. Zemmour raconte au micro de Frontières le seul échange qu'il a eu avec le président de la République. Emmanuel Macron lui-même m'a dit lors de ma seule conversation avec lui, au téléphone, je le raconte dans mon précédent livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Quand vous étiez fait agresser, qui exactement, et il m'a dit, si je parle comme vous, j'ai la guerre civile. Donc jusqu'à Emmanuel Macron. Donc ça c'est le premier élément, la peur psychologique, politique, la lâcheté. Moi j'appelle ça la lâcheté. Parce que je lui ai répondu, mais vous l'avez déjà la guerre civile. Ce n'est un secret pour personne, nos politiques sont lâches parce qu'ils ont peur d'un embrasement des banlieues, ou comme on l'appelle, de la rue arabe. Mais voilà, parler de guerre civile signifie reconnaître qu'il y a un ennemi sur notre sol, ce qui revient à confirmer l'analyse d'Éric Zemmour, CQFD. L'accélération de l'Uruguayen, le petit ballon piqué le poteau. Toujours un but contre son camp de notre monarque préféré. Ce serait un être extrêmement complexe, voire pervers. En visite dans un hôpital public, Emmanuel Macron fait mine d'être choqué par le salaire d'une praticienne. Emmanuel Macron crée la surprise ce matin à l'hôpital de Paris. En pleine visite dans un centre hospitalier, le président de la République a eu un geste totalement inattendu. Alors qu'il discutait avec une jeune médecin de ses conditions de travail, il lui aurait soudain demandé sa fiche de paye. Vous avez une fiche de paye là? Surprise, la praticienne lui a tendu le document, Macron l'a parcouru rapidement avant de lâcher d'un ton abasourdi, c'est une grosse dinguerie. Mais wesh, c'est une dinguerie, voilà. Rappelons qu'un médecin dans le public en début de carrière, c'est 4 600 € brut, ce qui en effet n'est pas terrible pour 10 années d'études. En cherchant à jouer le président proche du peuple, il fait un magnifique but contre son camp, car s'il ignore combien est payé un médecin hospitalier, c'est la preuve qu'il est déconnecté et qu'il n'en a rien à foutre du peuple. S'il ne le savait réellement pas, c'est pas mieux, car ça signifierait qu'il prend son peuple pour des cons. Oui, peut-être. Selon l'Express, la libération de Boualem Sansal par l'Algérie, c'est en gros parce que le méchant facho Retailleau ne fait plus partie du gouvernement. Du coup, les Algériens ont décidé d'arrêter de bouder. Et ce, avant d'enchaîner, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie s'inscrivent désormais dans la confiance et le respect. Sitôt Bruno Retailleau sorti du gouvernement, la France fait passer le message, la relation diplomatique avec l'Algérie va changer, plus de bras de fer, une relation basée sur la confiance, sur le respect. Effectivement, je pense qu'on peut parler de confiance et de respect quand l'Algérie a officiellement décrété en 2023 la réintroduction dans l'hymne national algérien d'un couplet ouvertement hostile à la France. Jugez-en. Marseillaise et les promesses de sang impur abreuvant nos sillons. Le problème ici est qu'il désigne l'ennemi, une puissance étrangère, en l'occurrence nous. Je sais, c'est affreux. Claude Moniquet, spécialiste en terrorisme et renseignement, nous explique sur le plateau de CNews qu'il faut arrêter de dire que le renseignement français n'était pas préparé, et que ce dernier fonctionnait bien, dit-il, avant de rajouter qu'on n'avait plus de renseignements provenant de Syrie ni provenant de Belgique, où les attentats du Bataclan ont été préparés. Je voudrais redresser une erreur assez commune qui est de penser qu'en fait, le renseignement français n'était pas préparé aux attentats du 13 novembre. Alors effectivement, il y a eu un échec monstrueux, c'est clair, et qu'il faut assumer. Mais le renseignement fonctionnait bien. Ce qui s'est passé, c'est que d'une part, il y avait un flux de renseignements qui devait venir de Syrie, qui ne venait plus, puisque nous avions rompu avec Damas, donc nous n'avions aucun renseignement sur ce qui se passait là-bas, ou très peu en tout cas. Et deuxièmement, les services belges ont été totalement aveugles. Moralité, tout fonctionnait bien, mais on était au courant de rien. Voilà. Ils sont fous ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. Je sais pas, pour moi, un renseignement qui est mal renseigné, c'est un renseignement qui ne fonctionne pas, non? Tu peux pas le comprendre. Celui-là est gratiné aussi. La Grande Mosquée de Paris rend hommage à Iman Khelif et à Brigitte Macron, toutes deux victimes selon elle de rumeurs sur leur transidentité. Un but contre son camp, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que autant il n'a jamais été prouvé par qui que ce soit que Brigitte Macron serait un homme, autant il n'en est pas de même pour Iman Khelif.
Mettre ces deux personnes sur le même plan est plutôt hasardeux. En 2024, des fuites médicales ont confirmé un cariotype mâle chez la boxeuse, entraînant son exclusion des tournois internationaux, dans un premier temps par l'Association internationale de boxe, puis confirmé dans un second par la World Boxing. Bien que son genre masculin n'ait jamais été officialisé, son cariotype mâle n'a quant à lui jamais été démenti. Si à un moment on décide de quitter cette religion, de pouvoir le faire librement, et on a le droit, et on ne doit pas le payer, quoi. C'est ça. On doit pas le payer. Voilà, c'est ce que dit ce livre. Ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'on parle de la religion, alors qu'en fait, dans la religion, il n'y a nulle part indiqué. Audrey, si vous êtes musulmane, est-ce que vous êtes renseignée sur ce qui pourrait se passer si vous quittiez l'islam, si vous apostasiez? En fait, non, parce que c'est pas du tout mon. Ici, c'est un peu technique car ça illustre les dissonances cognitives de nombreux musulmans. Il faut distinguer deux choses, le Coran et les hadiths. Un des problèmes majeurs du Coran est son ambiguïté. La sourate 489 dit qu'il faut tuer celui qui tourne le dos à Allah. Certains interprètent cela comme les tuer dans un cadre de guerre. Tuer le traître qui rejoint l'ennemi et se retourne contre le musulman. Mais voilà, c'est quoi un ennemi? À partir de quand considère-t-on être en guerre? Nous sommes en guerre. Est-ce une guerre sur un champ de bataille ou est-ce symbolique et finalement l'ennemi, c'est tous ceux que l'on considère comme tels? La Sunna, quant à elle, ne s'emmerde pas avec les détails et décrète qu'il faut tuer celui qui change de religion tout court. Or, quand on est musulman sunnite, on est censé appliquer la Sunna, donc souhaiter la mort pour celui qui quitte l'islam. C'est là qu'interviennent les coranistes. Le coraniste, c'est celui qui rejette la Sunna et qui ne jure que par le Coran. Le premier problème est, comme je le disais précédemment, le Coran lui-même est déjà ambigu à l'origine. Le deuxième problème est que le Coran ordonne d'obéir à son messager et à le prendre en exemple. Le Coran suppose donc qu'on connaisse ses actes et sa vie, or la source la plus fiable en islam qui commente le Coran et raconte la vie du prophète est la Sunna et les hadiths authentiques. Le coraniste est donc en dissonance cognitive totale puisqu'il rejette ce que le Coran lui-même lui ordonne de suivre. Le coraniste est un mécréant aux yeux des savants musulmans. Bref, je n'irai pas plus loin dans la théologie, j'ai pas prévu de devenir la nouvelle Cassius Lady de la Réunion. Retenez juste cette musulmane comme tant d'autres, soit elle ne connaît pas sa religion, soit elle est elle aussi en totale dissonance cognitive et a décidé de ne retenir de sa religion que ce qui l'arrange. Je sais que l'islam n'intéresse pas tout le monde. Il ne m'intéresse pas vraiment non plus. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la théologie, mais de tenter d'expliquer pourquoi c'est un tel foutoir dans l'esprit des musulmans. La religion en général est source de dissonance, et l'islam en particulier est une dissonance sur pattes. Manon Aubry, alias Dora l'exploratrice comme on l'appelle dans les milieux autorisés, est actuellement en voyage en Cisjordanie. Eh bien, devinez quoi? Elle a trouvé le moyen de se mettre les autorités palestiniennes à dos, après avoir dénoncé la rencontre entre Macron et Mahmoud Abbas mardi dernier à Paris. Ainsi, Abdelkarim Ouaïda, ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire, a fustigé l'eurodéputé l'accusant d'ingérence et d'opportunisme politique. LFI, toujours dans les bons coups. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. Ce but contre son camp est tout bonnement magnifique. L'avocat Farid Farissi, fidèle de la France Insoumise depuis des années, quitte à la fille avec pertes et fracas. Je vous la fais courte, c'est l'histoire d'un arabe qui découvre, étrangement bien tard, que la France Insoumise est une organisation totalitaire où règne l'arbitraire et que c'est un parti de racaille où règne la violence, les humiliations et les intimidations. Il découvre également que LFI est un parti raciste et que les Arabes sont leur faire-valoir pour accéder au pouvoir. Waouh, quelle surprise d'apprendre que le porte-parole d'une organisation Antifa applique en politique des méthodes fascistes. Je tombe de ma chaise, waouh. Par contre, Farid Farissi nous prend un peu pour des jambons en fait. Ils sont deux dans ce petit jeu. D'un côté, les cadres de la France Insoumise, blancs, qui manipulent les Noirs et les Arabes pour accéder au pouvoir, et de l'autre, les Noirs et les Arabes bénéficient de la lumière d'un parti politique influent. Chacun est le marchepied de l'autre, mais bizarrement, les insoumis qui se réveillent ne le font que lorsqu'on les remercie gentiment pour leur bon et loyaux service, et que les membres de la garde rapprochée de Mélenchon se distribuent les places entre eux, en se parachutant un peu partout au détriment de leurs plus anciens loyaux soldats. Tout le monde l'observe depuis des années, mais lui découvre seulement aujourd'hui que la France Insoumise a dégagé au fur et à mesure ceux de leur camp encore un peu raisonnables pour les remplacer par des éléments plus radicaux et plus extrémistes. La Révolution dévore ses enfants, ça se vérifie encore une fois. Avant lui, c'était les Garrido, Corbière, Autain, Ruffin et consorts qui en ont fait les frais. Ça se passe toujours comme ça dans les partis qui se veulent révolutionnaires. Les plus modérés sont toujours dépassés par leur gauche par les plus énervés qu'eux. Le gars découvre qu'avoir une carrière au sein de LFI ne dépend pas de ton ancrage local, mais de ton degré de proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Soit tu fais partie de sa garde rapprochée, soit tu couches directement avec le patron, c'est aussi simple que ça.
Ce champion déclare même au micro de France Télévisions « Ce sont les mêmes méthodes que les fachos. Si t'es pas d'accord avec lui, alors tu es un nazi. » Dans le même entretien, le mec trouve le moyen de dénoncer des méthodes qu'il applique aux autres lorsque ces dernières sont appliquées à lui-même. En tout cas, je souhaite à Farid Farissi la bienvenue dans le camp des fachos. Ouais, t'as vu à Roubaix au Téléport, il y avait des témoins de Jéhovah. Oh là, je les ai dégagés. Dégagés. Ouais, Perrault, elle est là. Ouais. Eh ben, ils ont viré. Oh là, ils ont viré les gens. T'es mort. Ils ont viré. Surtout les témoins de Jéhovah. Alors là, j'aime pas les témoins de Jéhovah. Je les vire. Ils ne font pas Noël. Ils font pas anniversaire. Ils donnent pas de cadeaux. Ils donnent même pas leur sang. Donc si leurs enfants ils sont malades, eh ben, ils meurent. Miskin. Voilà. Ouais, je suis là. Ouais. Eh bébé. T'es mort. Mon fils est même pas venu avec moi. Aïe. Trop bien, Roubaix. Roubaix, ça tue sa mère. Je kiffe, Roubaix. Se balader. Parler. En plus, ça met beaucoup.